Et si l'on donnait la parole aux artistes pour évoquer cette situation de l'Iran, il y a énormément d'Iraniens en France et je me suis dit que la meilleure façon de remplir notre rôle ici à France Culture, c'était d'évoquer cette situation avec deux grandes artistes. Mina Cavani, bonjour. Bonjour. Vous êtes comédienne, mais aussi autrice. On vous doit notamment Déranger l'exil au bord des lèvres aux éditions du Faubourg. Sépideh Farsi, vous êtes réalisatrice. Votre film Put Your Soul on Your Hand and Walk est un documentaire. Votre réponse en tant que cinéaste au massacre en cours des Palestiniens. On va en parler dans quelques instants et puis on va entendre également un extrait pour que les auditeurs puissent se faire une idée de votre œuvre, Sépideh. Mais avant, j'aimerais que vous nous expliquiez comment vous êtes venu en France, comment était l'Iran quand vous êtes parti, Mina Cavani. Moi, je vivais à Téhéran jusqu'à 21 ans et je rêvais toujours de continuer ma carrière d'actrice tout simplement dans la liberté et sans le voile. En fait, c'est quelque chose qui me faisait beaucoup de souffrir, toutes les censures voilà, qu'on devait subir là-bas. Et du coup, j'ai quitté l'Iran tout simplement et je suis venue en France et en sortant du conservatoire, j'ai été castée par cette dame à côté de moi et j'ai lu son scénario et je suis tombée vraiment follement amoureuse de ce scénario et de ce personnage parce que c'était la première fois, vraiment la première fois que j'ai lu un personnage, une femme iranienne, une jeune femme iranienne qui ressemble dans le vrai sens du terme aux jeunes filles que je voyais autour de moi, alors que jamais dans le cinéma iranien on apercevait les femmes comme ça. Et je voulais être je voulais jouer ça parce que voilà, je pensais que, et je pense toujours qu'à ce moment-là, personne n'avait filmé des jeunes femmes iraniennes comme ça. Ce qu'a fait Sépideh à Comme ce ça, moment. c'est-à-dire, donc ça c'était dans C'est-à-dire Red Rose où vous étiez une femme qui aime faire l'amour dans l'Iran des mollahs, ce qui est évidemment une forme d'ode à la liberté et de provocation pour les mollahs. Oui, c'est une femme qui est libre, qui est moderne, qui est extrêmement moderne, qui n'a pas peur d'être elle-même, qui est aussi, voilà, c'est comme une jeune femme qu'on puisse voir à Paris ou ailleurs. C'était vraiment dans toute modernité. Et ça, le cinéma iranien nous montrait pas du tout. La femme iranienne, à ce moment-là, je parle pas de cinéma iranien aujourd'hui, mais à ce moment-là, la jeune femme iranienne, c'était soumise, c'était, voilà, ça me ressemblait pas, voilà. Sépideh Farsi, pourquoi avez-vous décidé de faire ce film et puis l'autre qu'on va évoquer dans quelques instants sur Gaza? Je vais juste rebondir sur ce que vient de dire Mina. La jeune femme de Red Rose, et après je vous répondrai à votre question sur ma venue en France. C'est celle-là même qui, quelques années plus tard, donc une dizaine d'années plus tard, a fait le mouvement Femmes de Liberté. C'est cette femme-là que j'ai filmée, que j'ai mis, c'est ce personnage-là, qui d'ailleurs au départ s'appelait Mina, et en fait on a changé le nom pour pas qu'il y ait dans le scénario. Mais je veux dire, en fait, la lutte en Iran est une continuité, c'était pour dire ça. C'est ce côté révolté, effronté du personnage qu'a joué Mina, qui a interprété Mina dans Red Rose, et c'est la même qui, depuis 1979, lutte pour ses droits, et donc contre ceux qui nous a fait venir toutes les deux en France. Donc pour ma venue, moi, j'avais 16 ans quand j'ai été arrêtée par le régime. J'étais lycéenne parce que j'aidais une jeune femme qui était recherchée par le régime. Je l'avais hébergée chez moi. J'ai été arrêtée. Pour ça, j'ai fait pratiquement 1 an de prison. Ma mère a été arrêtée. Elle a été libérée plus tôt que moi. À ma sortie de prison, j'étais blacklistée. J'avais le droit de rien faire. J'avais pratiquement 17 ans, pas lycée, rien. Donc, j'ai passé le bac en candidate libre. Et après, je pouvais toujours pas aller à l'université, même si j'avais les qualifications scientifiques. J'étais très, disons, une bonne matheuse, on va dire.
Donc à un moment, en fait, j'ai décidé de partir parce que pour vivre tout simplement. J'arrive à Paris en 84. Je devais aller aux États-Unis. Le visa m'a été refusé, donc je suis restée ici. Et avec le rêve de faire du cinéma, mais à l'époque, je faisais des maths. Et puis, bon, j'ai pu retourner par la suite en Iran, mais il y a toujours eu des épisodes. On m'a retiré mon passeport. J'ai pas pu y retourner pendant plusieurs années. Et là, depuis 2009, en effet, plus rien. Je ne peux pas y aller. Voilà. Gaza? Gaza, écoutez, après le 7 octobre et le choc initial, moi, j'ai été très choquée, et de plus en plus, par la façon dont les médias traitaient, en fait, le conflit et l'absence de la voix palestinienne. Moi, je trouvais qu'il y avait un morceau de ce puzzle qui manquait, et je suis partie à la recherche de cette voix au Caire, et ensuite, j'ai pu rencontrer Fatem à distance via un ami palestinien, et c'est comme ça que le film a commencé. On va écouter un extrait de ce film et on va traduire ce que l'on entend. My mind is very massive and I have no focus because I have no healthy food or good J'ai l'esprit food très even. embrouillé, je n'arrive pas à me So concentrer I feel parce que je n'ai pas de nourriture that I saine. can't Je peux à peine me even lever ou parler tous les jours. Je dis à ma mère, je veux du poulet, je veux juste du poulet. Tout me manque, ma vie me manque, la nourriture, every day le I café, told my le mom, chocolat. Vous avez décidé de filmer à Gaza. Expliquez-nous ce que l'on voit à l'image, Sepideh Farsi, qui est cette femme qui parle. Alors, c'est Fatma Hassouna, que j'appelais Fatem, comme ses proches, une photographe palestinienne à l'époque 24 ans, et avec un sourire radieux, inoubliable, et cette façon de rire de tout, des manques, des pénuries, de la guerre, pas de rire de la guerre, en tout cas avoir cette résilience, cette résistance avec ce sourire merveilleux, avec ces photos incroyables et ce regard implacable sur la destruction et la guerre en cours chez elle. Et cette façon même de dire, oui, bon, je rêve de manger du chocolat, mais une façon de le dire alors qu'elle est effectivement physiquement atteinte et aussi psychiquement, c'est-à-dire qu'après elle avoue voilà, que ça l'atteint aussi dans son mental, mais je l'ai filmé pendant pratiquement 1 an à distance puisque je n'ai pas pu me rendre à Gaza, donc ce sont des conversations vidéo qui sont filmées et le quotidien de Fatem et aussi mon quotidien à travers, disons, un petit peu le hors-champ des deux côtés que j'ai ajouté, puis des actualités télévisées. Et en fait, le mélange de tout ça donne le fil du film. Et alors, ce qu'il faut dire, c'est qu'hélas, Fatima Hassouna a été tuée par une frappe israélienne en avril 2025. Le 16 avril 2025, juste un jour après l'annonce de la sélection à Cannes, du film à Cannes. Et on a appris par la suite surtout que cette attaque était ciblée, c'est-à-dire que Forensic Architecture a fait une enquête approfondie avec, sur la base des images qu'il y a eu de l'immeuble où vivait Fatem, mais en fait ce sont des missiles à guidage avec précision qui ont été lancés par un drone pour exploser là où elle vivait, au second étage. Donc on sait aussi aujourd'hui, hélas, que c'était une attaque ciblée comme sur beaucoup d'autres journalistes gazaouis. Mina Cavani, la société iranienne, on la représente de manière assez contrastée. On connaît hélas les mollahs, on sait le poids qu'ils font peser notamment sur les femmes. Et puis à côté de ça, c'est une société civile très riche, très vive, celle que vous incarnez aussi. Oui, en fait, ça vous paraît étrange, mais l'Iran et notamment Téhéran, moi je peux parler plus de Téhéran parce que j'ai grandi à Téhéran, et c'est vraiment une ville pleine de paradoxes, c'est-à-dire que oui, de loin, vous voyez à la télé et même à travers le cinéma qui vient de l'intérieur de l'Iran, une société qui ne ressemble pas du tout de ce que nous, on vivons réellement à Téhéran. C'est-à-dire que vraiment, moi je l'ai écrit dans mon texte, que Téhéran, pour moi, c'est un Brooklyn cachette. C'est comme il y a un Paris cachette, en fait, à Téhéran. Mais même ça ressemble pas du tout encore, même si on voudrait montrer ça dans le cinéma iranien de l'intérieur de l'Iran, vous ne pouvez pas imaginer à quel point c'est encore plus loin. Mais ça veut dire quoi? Ça veut dire que les jeunes, par exemple, ont une vie complètement
caché par rapport aux lois des mollahs. Oui, il y a deux univers parallèles. Complètement libre, mais qui est cachette. Tout se passe dans les maisons, dans les lieux qui sont des lieux underground, souterrains, qui sont... Et en fait, c'est pour ça que moi, la majorité de mes amis... Mais c'est seulement les gens riches ou alors les gens riches et les gens pauvres? Non, mais en fait, chacun à sa manière, chacun par rapport à sa classe de société, mais cette modernité est là quand même. Ça même, comme l'a mentionné Sépidé, même quand on voyait enfin, pendant les mouvements Femmes et Liberté, la jeunesse qui se révoltait et tout, justement, je faisais attention à ça, que même ceux qui venaient des classes encore plus inférieures, il y avait encore cette modernité-là, mais d'une autre manière. Cet amour de liberté, je dirais. Oui, c'est même pas uniquement moderniste. En fait, ils sont épris de liberté, les Iraniens et les Iraniennes. Et 2022, le mouvement Femmes et Liberté est une continuité d'autres mouvements qui ont eu lieu, comme je le disais tout à l'heure, et notamment... et particulièrement, en fait, en 2022, c'était beaucoup plus répandu dans le pays, dans toutes les régions, alors qu'en 2009, c'était beaucoup plus dans les grandes villes et surtout à Téhéran. En 2022, c'était toutes couches, classes sociales confondues, ethnies confondues, que ce soit au Kurdistan, à Baloutchistan, à Téhéran, dans des villages reculés aussi. On avait ce soulèvement. C'est ça qui me fait mal, je dirais, aujourd'hui, parce que on était quasiment à un point de non-retour pour le régime, alors que là, on est ailleurs. Foisonnement également dans l'art. Mina Cavani, on a dit que vous alliez lire l'extrait d'un poème de Faroud Farrokhzad, Les versets terrassés. Ah, vous le dites mieux que moi. Et vous allez d'ailleurs de toute façon le dire mieux que moi. Et on vous écoute, Mina Cavani. Oui, bien sûr. Alors, le poème, ça s'appelle Les versets terrestres. Alors, le soleil se refroidit, et la bénédiction quitta les terres, et l'herbe sécha dans les plaines, et les poissons périrent dans les mers, et la terre ne reprit plus ses morts. La nuit, dans toutes les fenêtres pâlit, telle une impression douteuse, vibrait constamment en tumulte, et les chemins abandonnèrent leur suite dans le noir. Personne ne songea plus à l'amour, personne ne songea plus à la conquête, personne ne songea plus à rien. Dans les grottes de la solitude est née la vanité. Le sang puait l'opium. Les femmes enceintes accouchèrent de bébés sans tête, et les berceaux honteux se réfugièrent dans les tombes. Quelle époque amère et noire! Le pain avait fini par l'emporter sur la force étonnante de la mission. Les prophètes affamés et malheureux désertèrent les lieux de rendez-vous divins, et les brebis perdues de Jésus n'entendirent plus l'appel d'un berger dans la consternation des plaines. Dans les yeux des miroirs, mouvements, couleurs et images se reflétèrent et renversaient, et sur la tête des clowns minables et le visage odieux des prostituées se consumait un halo sacré, comme un parasol enflammé. Les marécages d'alcool, avec leurs vapeurs aigres et toxiques, engouffrèrent dans leur profondeur la foule inerte des intellectuels, et les souris vicieuses rongèrent les feuilles dorées des livres dans les placards vétustes. Le soleil était mort. Le soleil était mort. Et demain, dans l'esprit des enfants, n'avait qu'un sens perdu et vague. Dans leurs cahiers, ils illustrèrent l'étrangeté de ce mot usé par une grande tache noire. Les gens, la masse déchue des gens, abattus, affaiblis et ahuris, écrasés sous le poids maudit de leurs dépouilles, s'en allaient d'exil en exil, et l'envie douloureuse de crimes gonflait dans leurs mains. Parfois, une étincelle, une petite étincelle de rien, soudainement détruisait de l'intérieur cette société silencieuse et sans vie. Je crois que ça résume assez bien, effectivement, la situation et votre manière également de dire ce que ressent la société iranienne sous le joug des mollahs. Mina Cavani, je dois dire également que ce sera votre prochain spectacle au Théâtre des Bouffes du Nord, Sépidé Farsi. Vous qui êtes réalisatrice, il y a donc ce bouillonnement, ces gens également que l'on voit soutenir le régime aujourd'hui, notamment dans les médias iraniens. Est-ce qu'ils sont un petit nombre? Est-ce que c'est aussi une manière de représenter l'autre partie des Iraniens?
L'autre partie, c'est-à-dire? Celle qui soutient le régime et qui considère que Oui. les mollahs sont dans le juste et le vrai. Alors, il y a une minorité, je dirais, il y a quelques années, on parlait déjà, avant les dernières élections, de 15% de soutien au régime. Je pense qu'il y a encore moins aujourd'hui de soutien. J'ai pas de chiffres, de statistiques exactes à donner. Ce que je sens, c'est ou ce que je lis et que j'observe, ce sont les points de vue des gens qui avant soutenaient infailliblement. Ce sont les alors pas pendant ces jours depuis une semaine où il y a les attaques israéliennes, mais à la télé iranienne, on avait de plus en plus de voix dissidentes. Même la télé, disons, qui était censurée, il laissait en fait transparaître des voix et des critiques qui se levaient. On va continuer d'évoquer la situation en Iran. Vous nous donnerez votre sentiment sur la guerre. Vous, Mina Cavani, qui êtes comédienne et qui avez publié Déranger l'exil au bord des lèvres aux éditions du Faubourg. Sepideh Farsi, réalisatrice. Votre film Put Your Soul on Your Hand and Walk sortira le 24 septembre prochain au cinéma, 8h sur France Culture. Guillaume Erner. Et ces artistes iraniens, ce sont tout d'abord la réalisatrice iranienne Sepideh Farsi. Votre prochain film porte sur cette photojournaliste palestinienne tuée à Gaza par l'armée israélienne. Put Your Soul on Your Hand and Walk qui sortira le 24 septembre prochain. Mina Cavani, vous êtes comédienne. Vous avez publié notamment Déranger l'exil au bord des lèvres aux éditions du Faubourg et votre prochain spectacle sera sur la poétesse Forough Farrokhzad. Pardon pour l'accent. Il sera au Bouffe du Nord et puis juste auparavant à Meudon. Et puis nous accueillons également Mehran Tamadon. Bonjour, vous êtes réalisateur et documentariste iranien. Vos deux derniers films documentaires, Mon pire ennemi et Là où Dieu n'est pas, sont sortis en salle en 2024. Et puis une romancière, Sorour Kasmaï. On vous doit Horizon perçant chez Actes Sud. Sorour Kasmaï, votre regard sur ce qui est en train de se dérouler entre l'Iran et Israël? Écoutez, c'est très compliqué, c'est des sentiments très contradictoires, très complexes que j'ai en tant qu'Iranienne, en tant qu'opposante à ce régime, en tant que femme, en tant que militante des droits des femmes, des droits de l'homme, parce que j'ai combattu ce régime, j'ai milité contre le régime, mais aujourd'hui c'est tout mon pays. Ce sont les citoyens iraniens qui sont bombardés et pas uniquement les centres nucléaires, etc. Donc c'est très difficile d'exprimer la complexité de ce sentiment. Si le premier jour, je me suis réjouie de voir sauter les têtes des gardiens de la Révolution, parce que c'est le bras armé, bras idéologique de ce régime. C'était eux qui étaient chargés de l'oppression, des arrestations, etc., de la jeunesse qui a déferlé dans les rues, etc. Là, j'ai eu un élan d'espoir, mais c'était factice, parce que tout de suite après, j'ai vu ce qui se passait. J'ai vu une population abandonnée à son sort. Il n'y a pas un seul abri. Un régime qui parle depuis 40 ans de guerre. Il faut savoir que le régime iranien a été consolidé par la guerre Iran-Irak. C'est un régime dont la guerre est dans l'ADN. C'est un peu comme le régime de Poutine. Ils ont besoin de ça pour souder la population, leur base, etc. Une guerre terrible de 1980 à 1988. Qui a duré 8 ans. Mina Cavani, vous avez eu des nouvelles de votre famille Là, depuis aujourd'hui, ça fait 3e jour, mais depuis 2 jours, disons depuis 3 jours, non, pas du tout, parce que l'Internet est complètement coupé. Et vous avez tout dit. En fait, c'est vraiment les gens, ils sont dans un état de... comme vous avez dit, c'est très contradictoire, parce que d'un côté, évidemment qu'on aimerait que le régime des mollahs parte, mais évidemment, mais tel que tout ça s'est produit, c'était
tellement cruel pour le peuple, leur faire chasser de leur maison sans l'essence, sans l'argent qui est dans les distributeurs, et puis demander déjà 14 millions de personnes de quitter dans une nuit, de quitter leur maison, et il y en a qui n'ont pas le moyen pour aller ailleurs, donc c'est vraiment très très tragique. Et alors les gens ici ils ne comprennent pas et ils nous posent la question. On se disait avec Sepideh, même presque ils nous attaquent que alors donc vous êtes avec le régime des mollahs, que vous êtes triste de tout ce qui se passe, et en fait on est incapable de leur expliquer la complexité de la situation en fait. Sepideh Farsi. C'est exactement ça. Je rejoins mes amis. Comment se réjouir, comment ne pas se réjouir effectivement quand les têtes du régime tombent, et comment se réjouir surtout quand on a les bombes qui tombent sur la tête de nos proches. L'Iran c'est nous, l'Iran c'est eux. En fait, on est déchirés. Même si on est loin des bombes, on est déchirés ici. Depuis Paris, moi j'ai perdu la trace de ma mère depuis 3 jours. Elle a 82 ans. Et voilà, elle est seule. C'est un exemple, mais comme ma mère, il y en a beaucoup d'autres. Les grands-parents d'une amie qui n'arrive pas à quitter Téhéran. Pardon. Moi, ma mère n'est pas à Téhéran, heureusement. Elle est dans mais toutes les villes sont atteintes. Et les gens souffrent. Moi, j'étais en train de voir la liste il y a des nouveau-nés, des artistes, des gens. Les noms qui sortent, c'est pas les militaires. Il y a eu effectivement une vingtaine de têtes du régime qui sont sortis. Les autres, sur les plus de 600 morts, ce sont des civils. Et le pays est à feu et à sang. Donc, on est déchirés. Mehrar Tamandon, je l'ai dit, vous êtes documentariste. On vous doit un documentaire particulièrement dérangeant, puisqu'à titre expérimental, vous avez demandé à des artistes iraniens en exil de vous interroger comme pourrait le faire un agent de la République islamique. On va entendre un extrait de votre documentaire intitulé « Mon pire ennemi ». اینا 2 پاسپورت‌های قبلی منن. من سالها حدود 12 سال از فرانسه به ایران سفر می‌کردم و با مادران شهدا و با بسیجی‌ها و روحانیون رفت و آمد می‌کردم و Voici mes 2 anciens passeports. Durant environ 12 ans, j'allais régulièrement en Iran et je rencontrais et je filmais les défenseurs du régime, les miliciens bassidji, les mollahs. Voici mon dernier tournage en Iran le 20 septembre 2012. 2 jours après, les autorités me confisquent mon passeport à cause de ce film. Lorsqu'après plusieurs convocations et interrogatoires, ils me le rendent, les agents des renseignements me font comprendre qu'il vaudrait mieux ne plus revenir en Iran. Mehrar Tamandon, donc l'idée est de mettre en place ce dispositif pour montrer ce que font les agents de la République islamique en Iran. Moi, je me suis toujours intéressé à ce que pensait l'autre, quoi. Moi, je considère que l'extrême droite, c'est... Si on peut, je réfléchissais hier soir avant de venir ici, enfin disons, je me disais qu'est-ce qui caractérise l'extrême droite. Je dirais que l'extrême droite se caractérise par la disparition de l'autre. Pour tout parti d'extrême droite, toute pensée d'extrême droite, l'autre n'existe plus, quasiment plus, quoi. Et toutes mes tentatives a toujours été en Iran, lorsque j'allais filmer les mollahs, les bassidji, et aussi donc me questionner sur ce qu'il y a dans la tête des interrogateurs iraniens, c'est de faire en sorte que l'autre que je suis existe pour les défenseurs du régime iranien, afin qu'un jour un vivre ensemble redevienne possible, quoi. Ça a toujours été ma pensée. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, j'ai l'impression que pour le gouvernement israélien, il y a plus l'autre. Et c'est tout le risque, finalement, c'est d'un génocide. C'est cette disparition de l'autre. À partir du moment où l'autre n'existe pas, on peut le faire disparaître, quoi. Pour vous, les mollahs sont d'extrême droite? Les mollahs sont d'extrême droite, de la même manière que... Parce qu'on parle d'islamo-gauchiste en France, mais pour vous, c'est droito-gauchiste. Islamiste. Oui, la pensée de l'extrême droite, c'est une pensée où il n'y a plus l'autre, moi je dirais. Donc, quel que soit cet autre. Donc, je dirais que les mollahs sont d'extrême droite, de la même manière que les royalistes qui aujourd'hui raisonnent dans le sens inverse, donc qui veulent...
annihiler l'autre sont d'extrême droite. Mais nous, la particularité des Iraniens, c'est qu'on a deux extrêmes droites. Extrême droite royaliste et extrême droite religieux. Et alors, vous vous situez où, Merar Tamahdon? Moi, je me situe comme un citoyen iranien, franco-iranien, qui me pose la question de comment faire exister, me faire exister en tant qu'autre chez celui qui n'en veut pas, quelque part. Et c'est beau très peu. Vous savez, le danger de la théocratie totalitaire iranienne vient du fait que les ayatollahs pensent détenir la vérité suprême. Khamenei se voit comme le représentant d'Allah ou de l'imam caché sur terre. Donc il détient la vérité suprême, donc il peut faire tout ce qu'il veut. Il peut faire tout ce qu'il veut. Et c'est ça. Moi, j'analyse pas ça en termes d'extrême droite ou d'islamo-gauchisme. Ce que j'ai compris, j'ai connu de ce régime, c'est que c'est la vérité d'Allah. Et avec ça, c'est très difficile de discuter politiquement avec ces gens-là. Et puis, il y a le bras armé, ce sont les pastarans. Ce qui m'étonne de la part des pays occidentaux, c'est que nous sommes au Moyen-Orient, nous ne sommes pas, l'Iran n'est pas en Europe, parce que certaines personnes comparent ça avec l'Allemagne hitlérienne, etc. Nous sommes au Moyen-Orient, c'est-à-dire c'est une poudrière. Toutes les expériences qui ont eu lieu dans cette région-là, venues d'extérieur par les bombardements, par une force extérieure, ont échoué. Non seulement ont échoué, ont engendré le chaos et tout ce qu'on connaît, c'est récent. Et donc, de reprendre un tel risque dans un pays, dans un vieux pays avec une grande histoire, mais un pays très complexe avec des forces complètement contradictoires. Et moi, ma question, je pense que la question cruciale ce matin, c'est quoi l'après ces bombardements? Qu'est-ce que ça va donner? Qui va venir pour ce chaos? Moi, je pense que Macron a raison de parler de chaos. Justement, pour une fois. Mina Cavani, est-ce qu'il existe une alternative au Mollah en Iran? Parce que en France, certaines personnes disent voilà, il n'y a pas d'alternative politique, on ne la voit pas. Ces jeunes que vous connaissez, est-ce qu'ils sont prêts justement à relever le défi? Est-ce que vous pensez que le régime peut tomber aujourd'hui? Moi, je peux pas répondre à cette question. C'est vraiment, je pense que même, je fais pas de la politique. Moi, je peux vous dire ce que j'entends, de l'impression de la jeunesse iranienne. Évidemment. C'est-à-dire, là, si aujourd'hui on parle, après ces 6 jours, je vais vous répondre autre chose, en fait. C'est-à-dire que, comme ce que je vous ai dit tout à l'heure, tout le monde évidemment voudrait que le régime des mollahs tombe. Mais là, tout le monde, il y a 10 ou 15% de gens disaient c'est oui, mais pour moi, il n'existe pas. Il n'existe même pas. Je ne parle même pas de moi. Et en fait, mais la vérité, c'est qu'aujourd'hui, là, déjà, ce que je vois tout le temps sur les réseaux, c'est que tout le monde dit que libérer le pays ne signifie pas détruire le pays. En fait, déjà, tout le monde voudrait que la guerre s'arrête. Et c'est-à-dire que déjà, ils étaient dans un chaos et là, ils se retrouvent dans un autre chaos. Donc là, il y a plus d'espoir. Après ces 6 jours, il y a presque cette impression que, en fait, il y a une espèce de désespérance qu'en fait, on a tout perdu. On a tout perdu maintenant. Sepideh Farsi, j'aimerais aussi votre regard sur les Israéliens, puisque vous avez fait ce film sur la situation à Gaza. Et là, il y a une confrontation directe entre l'Iran et Israël. Entre l'Iran et Israël, peut-être, oui. Pas entre les peuples. Moi, je reçois à la fois des messages de mes amis israéliens et israéliennes progressistes et pour la paix, qui sont désespérés, mais depuis des années. Enfin, je veux dire, Netanyahou a failli perdre les élections 6 fois de suite, avec la peur et avec, en ouvrant des fronts de guerre. Il a gagné, en fait, pour de mauvaises raisons. On le sait qu'il a des procès. Voilà, il aurait dû être en prison. Enfin, à chaque fois qu'il est en difficulté, il a un vote de Knesset qui est contre lui et il ouvre un nouveau front. Donc ça, c'est côté israélien. Et il met sa propre population en danger, puisqu'en fait, il y a aussi les civils israéliens qui meurent.
à cause de cette guerre. Forcément, si Israël attaque et viole le droit international, attaque l'Iran, qui est un pays souverain, quel que soit le régime, et un régime détesté, on est tous d'accord, l'Iran va répliquer, forcément. Donc après, et côté iranien, pareil, en fait, on est déchiré. Avec le mouvement Femmes et Liberté, on avait fait des progrès énormes. Les gens, la société civile et les gens qui luttaient pour la liberté en Iran, les femmes notamment, avaient gagné du terrain. On a supplié l'Europe et le monde occidental de soutenir ce mouvement économiquement aussi, ne faisant pas de business, pas de deal avec le régime. On a dit, mettez les gardiens de la révolution sur la liste des organisations terroristes. On ne nous a pas écoutés. Et après, on va négocier pour les otages. La guerre est 10 cases en arrière pour la liberté. Même question, Mehrar Tamadon, votre regard sur ce que font les Israéliens et sur la possibilité d'un après-Mollah en Iran. Moi, c'est cette image-là qui me vient, c'est que l'Iran est aujourd'hui gouverné par des mercenaires. Et ce serait comme si on attendait à d'autres mercenaires qui sont encore plus cruels de venir libérer un pays. Mais disons, c'est quoi le risque ? On a vu ça, on voit ça souvent dans le cinéma. C'est que, un peu comme les 7 samouraïs, quoi. Il y a des mercenaires qui viennent sauver un village. Mais dans les 7 samouraïs, c'est des gentils, les mercenaires. Mais là, ce serait des encore plus violents, encore plus monstrueux que les premiers, peut-être. Mais enfin, c'est vrai que la République islamique est un monstre. Et toute la question, c'est comment est-ce qu'on peut se débarrasser de ce monstre ? Mais on n'a pas dit ça, par exemple, en Syrie. Je ne fais pas de parallèle entre la Syrie et l'Iran. On ne peut pas, évidemment, superposer les deux pays. Mais bon, quand Bachar est parti, beaucoup de Syriens ont dit ça ne peut pas être pire que Bachar. Là, ça peut être pire que les mollahs ? Disons que si l'Iran se transforme en Irak, ce serait pire. Et je pense que la seule solution pour l'Iran, c'est arriver à que le peuple iranien, parce que c'est vrai que le peuple iranien, moi je suis à l'extérieur, mais ceux qui sont quand même à l'intérieur, avec le mouvement Femmes, Vie, Liberté, ils ont quand même acquis beaucoup de droits civiques, quoi. Les femmes, aujourd'hui, il y a beaucoup de femmes qui arrivent à circuler sans voile dans l'espace public. Il y a plein de choses qui étaient acquises, qui sont acquises, quoi. Bon, mais Sorour Kasmaï, on a rendu compte, il y a encore des femmes qui sont verbalisées à Téhéran. Verbalisé, c'est un moindre mal, c'est inacceptable, mais ça aurait pu être bien pire. Ça a été bien pire il y a quelques jours en Iran. Oui, mais vous savez, le problème, c'est bien sûr la question que vous avez posée, qu'est-ce que ça peut être l'après les mollahs ? Mais l'autre question qui prend de l'ampleur ces derniers jours, c'est et si les mollahs ne tombaient pas ? C'est vrai. Et ça va être, pour nous, pour Femmes, Vie, Liberté, pour tout citoyen iranien, ça va être la catastrophe suprême. Parce que, au fait, déjà là, la répression ils sont en train de serrer les boulons, ils arrêtent les gens, ils ont installé des checkpoints dans les rues. Alors maintenant, ils peuvent mettre l'étiquette espion d'Israël sur n'importe qui, parce que c'est vrai qu'Israël a infiltré le système des passeports. Vous comprenez pourquoi ? Est-ce que vous comprenez pourquoi Israël a infiltré ? Est-ce qu'il y a des gens qui sont prêts à donner les secrets du régime tellement ils détestent le régime ? Ça existe dans tous les pays, vous savez. Apparemment, il y en a beaucoup. Il y a beaucoup parce Iran. que d'abord, il y a la pauvreté, il y a que ce régime ne fait pas de distribution des biens. D'argent. Il y a la même mise des passepartout sur les, si vous voulez, la fortune de ce pays. Et Dieu sait qu'il y en a beaucoup. Mais le problème aujourd'hui, c'est que si ce régime ne tombe pas, tout un chacun peut être arrêté, torturé. Ils n'ont pas arrêté, par exemple, les exécutions tous les jours. Vous savez, Toumaj Salehi, le rappeur très populaire, le jeune rappeur, il vient d'être arrêté dans le sud de l'Iran. Moi, j'ai très peur pour les prisonniers politiques, surtout les femmes, qui sont dans le couloir de la mort. Et tout le monde s'en fiche, tout le monde parle de Fordow. Bien sûr, même Fordow et Boucher, s'ils sont touchés par les bombardements, parce que ce n'est pas de simples bombardements. Les bombardements sont massifs. À écouter les Téhéranais, on n'a jamais vu ça, sauf, comme dit Mehran, dans les films. Alors, si on parle des centres nucléaires,
d'abord, c'est interdit de bombarder des centres nucléaires, même si ce n'est pas des réacteurs, mais il y aura toujours, si vous bombardez des centrifugeuses, etc., il y a toujours un risque de contamination, et pour des années et des années. Mais le danger de vie pour les prisonniers politiques, pour les citoyens, si le régime ne tombe pas. Et si le régime tombe, c'est un grand vide. On ne sait pas comment on peut s'en sortir. Donc la situation est très, très dangereuse. Mina Cavani, et bon, on a tous été très impressionnés par le courage des femmes iraniennes, des jeunes Iraniens, des vieux aussi, pour certains. Oui, mais vous parlez de maintenant ou d'une période particulière? Je parle de maintenant et de ce qui s'est passé depuis 2022 notamment. Oui, en fait, pour moi, même en 2022, ça a été qu'une explosion, en fait. C'est-à-dire que même déjà à l'époque où moi je vivais en Iran, tout ça, ça existait, comme je vous ai dit tout à l'heure. Je vous parlais de mon Brooklyn Cachette à Téhéran. Tout ça, ça existait. Juste tout simplement, c'était progressif jusqu'à ce que, c'est évident, on a fait un film en 2014. 2014, Et en fait, pour nous, si vous voulez, ça a été juste une révélation tout simplement pour le monde. Mais nous, on était au courant de l'existence de tout ça. Mais c'est vrai que les jeunes femmes franchement, moi, j'ai pas envie de les dire parce que les hommes, femmes, vieux, jeunes, tout le monde en Iran vraiment se bat, chacun à sa manière. Mais c'est vrai que les femmes particulièrement se battent et ça, c'est très fort, oui. C'est Pidé. Je pense qu'on est assez d'accord sur le niveau, la gravité du danger qui nous guette là, du chaos, et sur le courage des Iraniens et des Iraniennes qui se battent depuis longtemps pour leur liberté. Le problème, c'est qu'on avait gagné du terrain et que maintenant, avec ces attaques, une semaine après le début, nous sommes en l'air. En fait, on est suspendu au bon vouloir d'un Donald Trump qui, quelque chose comme 10 fois par jour, si ce n'est plus, change d'avis. Et on ne sait pas ce qu'il va décider. Et je trouve ça effroyable que le monde... Parce qu'en fait, si l'Iran part en chaos, c'est pire pour non seulement l'Iran, mais pour la région. On a vu ce que ça a donné en Irak, Soulouj l'a dit. L'influence iranienne en Irak est devenue beaucoup plus grande depuis l'intervention américaine en Irak. C'est-à-dire que c'est devenu l'arrière-cour du régime iranien, alors qu'avant, il y avait un Saddam Hussein qui certes était un dictateur et dangereux, etc. Mais en montant sur les armes de destruction massive et en lançant ces offensives américaines, l'Irak est parti en pagaille. Il ne faut pas comparer avec la Syrie. C'est vrai que c'est une autre situation, mais l'Iran, il faut que le pays reste stable. Sans les mollahs, mais stable. Mehrar Tamadon, c'est vous qui avez la conclusion. Donc, vous avez posé tout à l'heure la question des espions israéliens qui seraient en Iran. Il y a bien sûr beaucoup d'espions iraniens en Iran, mais le truc, c'est que la République islamique, à partir du moment où c'est une dictature féroce, et qu'elle n'a pas besoin de chercher ces espions, vu que moi, dans l'un de mes films, je le montre, ils prennent n'importe qui, ils le frappent, jusqu'à ce qu'ils viennent à la télé pour dire qu'il est espion. À partir du moment où on arrive à faire ça aux gens, on n'a plus besoin d'être précis dans la recherche de ces espions-là, quoi. Voilà, pour dire que la République islamique, tout ce qu'elle sait faire, c'est d'opprimer son propre peuple. Et donc, c'est sûr qu'elle n'a aucune pitié pour son peuple et que avec ce qui va se passer, elle sera encore plus enragée. Donc, avec ce que l'Israël est en train de faire à l'Iran, elle sera encore plus enragée. Donc, moi, je crains le pire pour les Iraniens. Deux mots, Sépidé. 2 mots. Le leadership prochain viendra de l'intérieur, viendra des femmes. Il faut mettre la pression sur le régime pour arrêter de réprimer et arrêter le nucléaire. Mais c'est ça la solution. Bon, on se tiendra au courant notamment de la sortie de votre film Sépidé Farsi, Put Your Soul on Your Hand and Walk. Mina Cavani, Déranger l'exil au bord des lèvres, c'est aux éditions du Faubourg. Et on reparlera de votre spectacle au Bouffe du Nord et à Meudon. Sorour Kasmaï, vous avez dirigé l'ouvrage collectif Femmes, Rêve, Liberté et Horizon Perçant, c'est chez Actes Sud. Mehrar Tamadon, Là où Dieu n'est pas, et Mon pire ennemi.